permettez-moi à mon tour, comme Yves Gégaud, de saluer vos camarades de l'autre horizon et que vous leur réserviez une vaste standing ovation. Ce sont les 300 ou 400 qui sont à l'extérieur et qui depuis ce matin suivent nos démarches. Je voudrais aussi féliciter 4 personnes et plus globalement toute l'équipe de l'UDI, les autres me pardonneront, mais qui ont été les chevilles ouvrières de cette journée. Je pense à Véronique Bucaille, à James Chéron, à Marianne Duranton et à Romain Bertrand qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser cette journée. Merci. Alors mes chers amis, c'est en effet, comme le disait Yves tout à l'heure et comme nous l'avons tous dit, c'est un vrai bonheur de nous retrouver aussi nombreux pour ce premier Conseil national que nous allons essayer de rythmer sur le rythme d'environ un tous les 3 mois ou un par trimestre. Et permettez-moi tout d'abord, un par trimestre, c'est un tous les 3 mois, oui c'est ça. Bon. Comme c'est l'époque du mariage, pour tous, je voudrais tout d'abord, mes chers amis, vous donner des nouvelles du nôtre. Je veux dire de celui que nous avons célébré il y a presque un an entre toutes nos chapelles, exactement 8 mois. C'était à la Mutualité, vous en souvenez tous, Naja Vallaud-Belkacem n'était pas là, mais ça reste quand même un très beau souvenir. Donc cela fait presque un an, et je trouve que ça ne se passe pas si mal pour un mariage entre son Christ, qui, comme vous le savez, avait la réputation d'être des gens assez volages. Qu'est-ce qui me fait dire que cette première année est positive? D'abord, je constate que les réunions de famille se passent bien, en tout cas de ce que j'en vois chaque semaine à Paris ou dans mes déplacements. Secondo, je trouve que nous avons quasiment aucune divergence de fond, et lorsque nous avons élaboré et construit ces orientations en matière économique et fiscale, nous avons travaillé dans un esprit où, grosso modo, c'était à la marge que nous avions des différences. Nous parlons très souvent, j'allais dire tout le temps, dans la même voie. Je crois que l'une des raisons de la réussite de notre famille recomposée, c'est aussi que chacun a pu préserver son indépendance, son jardin secret, j'allais dire. On dit le nouveau centre UDI, le parti radical UDI, la Fed UDI. Mais personne d'entre nous, l'Alliance centriste UDI, oui, je vais en oublier, la gauche moderne UDI, les adhérents directs UDI, que vous voulez. Eh bien, ce que je constate, c'est que plus personne n'évoquerait ça, son petit jardin secret, sans rappeler que désormais, nous formons une même et unique famille, et vous en êtes le symbole aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus important? Assouplir le droit du travail pour faciliter l'embauche et passer d'une logique de protection de l'emploi à une logique de protection des personnes? Ou s'arc-bouter sur un droit du licenciement qui laisse les plus fragiles sur le bord de la route et freine la création d'emplois? Alors, mes chers amis, il y a urgence, car même aujourd'hui, dans les PME, qui jusqu'alors passaient entre les gouttes, on commence à être touché par la crise et la stagnation. C'est dur à entendre par une famille qui est frappée par le chômage et qui du jour au lendemain s'inquiète de son avenir. Mais il faut revenir aux fondamentaux et dire aux Français que l'économie, comme l'ont dit Christian Saint-Étienne et Nicolas Bouzou, c'est un phénomène de création et de destruction. Un seul exemple pour vous convaincre de cela. On déposait, il y a 25 ans, sa pellicule photo chez le photographe en espérant la récupérer une semaine après. Ensuite, on a eu les Photoshop, on trouvait ça formidable. On récupérait le tirage le jour même de son dépôt. Et aujourd'hui, à part les passionnés de photos, votre appareil, c'est devenu votre téléphone portable. Eh bien, savez-vous quelle a été la conséquence de cela? C'est que Kodak est mort
et que Apple aujourd'hui triomphe dans le monde. Et le solde d'emploi de cette nouvelle technologie, eh bien, il est largement positif dans le monde. Si on veut bien s'en donner les moyens, la France doit être capable et doit pouvoir faire la même chose. Et pourquoi chaque dépôt de bilan est en fait vécu comme un drame en France? D'une part parce que nous n'avons pas suffisamment de Google ou de Samsung national pour offrir un nouvel emploi. C'est ça le drame. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une boîte qui ferme, les gens se disent, mais où est-ce que je vais trouver du boulot? Et même quand on leur dit, on va vous mettre en place les formations qui conviennent, ils vous disent, mais quelle est l'usine, quelle est l'entreprise qui va être capable de m'embaucher même avec cette formation? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une destruction d'emploi, il n'y en a pas qui se créent à côté. Regardez tous les instruments de votre vie quotidienne. Quasiment aucun de ceux qui sont apparus dans les 10 dernières années proviennent de grands groupes français. Et donc, quand en plus de cela, on a un système de formation professionnelle qui ne marche pas et qui s'adresse à ceux qui ont le moins besoin de formation et qui oublie ceux qui ont le plus besoin de formation parce que, ayant le moins de qualification, eh bien, chaque fermeture d'entreprise devient un drame absolu. C'est pourquoi, avec Jean-Louis Borloo, nous défendons un système de formation professionnelle enfin efficient, un système qui s'adresse à ceux qui en ont plus besoin, les moins qualifiés et ceux qui sont les plus frappés par les mutations de l'économie. Voilà pourquoi nous considérons qu'on doit passer d'un paritarisme de gestion à un paritarisme stratégique et qu'on doit en finir avec le millefeuille de l'organisation de la formation pour regrouper dans une agence déclinée dans chaque conseil régional le système de formation. Second sujet où nos propositions vont faire date. Retenez bien, les 39 heures et ce choc de compétitivité d'au moins 50 milliards lorsque l'allongement de la durée du travail est couplé avec la TVA compétitivité qui permet d'alléger à la fois massivement le coût du travail et d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés par la réduction des cotisations sociales salariales. Comme le dit Jean Arthuis, il faut taxer les produits plutôt que taxer la production quand on est dans une économie globale. Et sur la question des 35 heures, et j'ai été le porte-parole de l'UDF contre les lois Aubry, nous n'avons cessé de dénoncer cette erreur historique à chaque élection. Et à chaque fois, nous n'avons pas eu le courage, réellement, de remettre en cause cette erreur historique. Et elle est historique parce qu'il n'y a pas un pays en Europe qui travaille 35 heures par semaine. Au minimum 37 heures, et la plupart 40 heures. Oui, historiquement, et les socialistes ont raison, le temps de travail est appelé à se réduire. Parce qu'au fur et à mesure de l'accroissement de la productivité, il est logique de donner du temps. Mais on ne peut pas le réduire brutalement et de façon généralisée quand aucun autre pays avec lequel nous sommes en concurrence ne procède à une telle réduction. Ça n'a pas de sens. Alors, reconnaissons-le, la réforme de 2007 à laquelle nous avons participé, puisque nous étions dans la majorité, n'a pas réglé la question. Elle a certes permis d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés par le régime des heures supplémentaires. Elle a certes permis de répondre plus facilement à un surcroît d'activité, mais en aucun cas, elle n'a réglé la question du choc de compétitivité qu'a représenté le passage aux 35 heures pour la totalité de l'économie française. Alors oui, mes chers amis, c'est audacieux de dire aux Français qu'on va travailler 4 heures de plus pour le même salaire. Mais très franchement, j'ai retenu cet argument de Jean-Christophe Lagarde. Quand il y a 10 ans, on travaillait 4 heures de plus, est-ce que franchement, la France était un bagne? Est-ce que le bagne, finalement, pour les Français, ce n'est pas plutôt des enfants sans boulot, des chiffres du chômage chaque mois qui sont plus déprimants, des impôts toujours plus élevés et des entreprises qui ferment les unes après les autres? Les Français, j'en suis convaincu, dans leur histoire, ont tellement démontré leur capacité à rebondir qu'ils seront aussi en capacité de rebondir si on veut bien faire œuvre de pédagogie.
Et ils l'accepteront, et je vais vous faire plaisir, et ils l'accepteront s'ils ont le sentiment que l'effort qui leur est demandé est couplé avec un vrai effort sur la gestion publique et une exemplarité du politique. Si vous cumulez ces trois éléments, je suis absolument convaincu que nos compatriotes sont prêts à accepter cet effort pour redresser la compétitivité de l'économie française. Pour sauver les retraites, mes chers amis, il va falloir travailler davantage de semestres dans la vie active. J'en profite pour dire un mot sur les retraites. Nous défendrons une position extrêmement simple. C'est un régime universel. C'est l'égalité des Français dans le pays. Et c'est la prise en compte de 2 ou 3 sujets majeurs. C'est la condition des femmes, puisqu'elles ont des interruptions de carrière qui fait qu'avec l'allongement de la période de travail, elles ont des retraites qui sont extrêmement insuffisantes. C'est le minimum vieillesse, et c'est enfin intégrer autant que possible la question de la pénibilité. Mais je dis à François Hollande, s'il fait l'erreur de préserver tel ou tel régime de retraite, eh bien les Français n'accepteront pas de faire un effort. Alors mes chers amis, je sais que ce n'est pas très populaire pour une formation politique que d'affronter les questions en demandant un effort aux Français. Mais finalement, revaloriser la politique, c'est probablement plus en faisant œuvre de courage, de lucidité, que de proposer à nos compatriotes d'aller consulter le patrimoine de votre député à la préfecture. Non, revaloriser la politique, c'est d'abord avoir le courage de dire aux Français qu'il faut entreprendre des réformes vitales pour que notre pays ne soit pas demain à l'heure. C'est cela, le courage. Et ce courage qui finira par être reconnu par les Français, nous l'avons aussi quand nous abordons des questions centrales pour l'économie française. Le niveau excessif de nos prélèvements obligatoires, lié à un niveau de dépenses publiques sans commune mesure ou sans équivalent en Europe. D'ailleurs, chers amis, quand j'entends le Front de gauche nous dire qu'on est dans les mains de l'ultralibéralisme et du capitalisme, je voudrais simplement vous rappeler que le niveau de dépenses publiques, c'est 56% de la richesse nationale, c'est-à-dire que, grosso modo, plus de la moitié de l'année de l'effort des Français transite par le budget de l'État ou des comptes sociaux. Vous voyez, cela ne me dérangerait pas, comme je vous le disais tout à l'heure, de payer beaucoup d'impôts ou d'avoir un niveau de dépenses publiques si j'avais le sentiment que c'était efficace et que j'en avais pour mon argent. Mais qui oserait dire que les autres pays européens sont sous-administrés, que la France souffre moins de précarité et de pauvreté, qu'ils ont une école moins bonne que la nôtre, ces pays européens, ou que leur justice fonctionne moins bien que la nôtre? Personne n'oserait dire cela. Et pourtant, ces pays qui nous environnent ont 3 points, 4 points, 5 points, 7 points de dépenses publiques de moins que nous. L'Australie, dont la dépense publique représente 35% du PIB, soit 21 points de moins que la France, a même le second indice de développement humain au monde. C'est donc que nous avons un vrai problème d'organisation de notre système public et d'efficacité des politiques publiques. Vous avez lu ce que nous proposons. Nous proposons une réorganisation en profondeur du paritarisme. Nous proposons une réorganisation en profondeur des collectivités locales. Et je vous dis, si nous demandons seulement à l'État de faire l'effort, nous n'y arriverons pas. Regardez ce qui s'est passé entre 2007 et 2012. On a supprimé péniblement quelques dizaines de milliers de fonctionnaires quand ils s'en créaient 30 000 dans les agences nationales et quand ils s'en créaient 45 000 dans les collectivités locales. Et donc, cet effort, il doit être un effort qui appréhende la totalité de la sphère publique. Mais je vous le dis, c'est possible.
Durant les 3 années et demie où j'étais à l'hôtel de Brienne au ministère de la Défense, on a réussi à faire 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement. Et je vous donne un seul exemple. Rien qu'en regroupant l'achat de la téléphonie mobile et du mobilier, le ministère de la Défense a fait 50 millions d'euros d'économies. Eh bien, je vous le dis, si on veut s'attaquer à la totalité du sujet, ça n'est pas compliqué de remettre la France dans, grosso modo, la moyenne des pays européens. Alors, mes chers amis, en conclusion, je voudrais simplement vous dire une chose. Ce monde nouveau, trop de Français le voient comme un monde hostile, comme une agression, comme une régression. Eh bien, je veux vous dire, et je veux leur dire, que le recroquevillement, les barricades aux frontières, les herses sur le plage, c'est le déclin garanti. L'histoire de l'humanité nous l'enseigne. Toutes les nations qui se sont refermées sont des sociétés qui ont fini par mourir. Ce monde nouveau, mes chers amis, il est fait pour nous. Des centaines de millions de consommateurs accèdent au rang de classe moyenne et veulent consommer comme nous. Ce monde nouveau, il est fait de matière grise, il est fait d'intelligence, il est fait d'innovation, il est fait de marketing, il est fait de créativité, il est fait de réseau. C'est notre monde. Nous avons les laboratoires, nous avons les chercheurs, nous avons les ingénieurs, nous avons les techniciens, nous avons les centres de formation et nous avons en plus des fondations solides et formidables. Notre culture, notre art de vivre, notre géographie, nos infrastructures, notre présence sur les 5 continents et nos grandes entreprises de rang mondial. Eh bien, avec tout cela, nous avons tout pour gagner. Il nous suffit d'y croire. Il suffit d'engager 4 ou 5 transformations politiques profondes. Et ainsi, nous pourrions à la fois préserver notre modèle et de redevenir une nation conquérante. Voilà le projet économique de l'UDI. Je vous remercie.